Sans plus tarder, je vais céder la parole à nos premiers invités qui nous entretiendront 15 minutes. Il s'agit du vice-recteur Beauvais de l'Université de Sherbrooke, à qui nous avons soumis les deux questions suivantes, soit quel est le rôle de l'université et de la recherche au sein de la société québécoise et est-ce que les universités ont l'autonomie nécessaire pour accomplir ce rôle-là? Donc, M. Beauvais, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais l'aborder dans son sens, la question en deux temps, puis dans son sens général, puis particulièrement en la liant à la mission de l'université. D'abord, la mission de l'université, dans ses grandes lignes, ça a un double rôle. C'est l'aspect formation, puis l'aspect développement de nouveaux savoirs, recherche. Il y a différentes façons de le présenter. Dans nos sociétés modernes, ces deux rôles-là sont généralement considérés comme assez critiques pour l'amélioration de la qualité de vie, du développement de l'économie, la création et le maintien d'emplois, le développement global d'une société durable avec une culture enrichie, un sens critique, une capacité d'évoluer dans un contexte qui dépend de plus en plus des savoirs avancés. Au niveau de la formation, puis je vais laisser tantôt ma collègue Lucie Laflamme parler un peu plus du volet formation, mais au niveau de formation, le rôle de l'université se décline de plusieurs façons, bien sûr. Formation au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle, au niveau postdoctoral, en formation continue, qui est devenu d'ailleurs un élément de plus en plus important pour la société, sous forme d'un ensemble de formations spécifiques et qui pourraient être perçues comme étant de moins grande envergure que des certificats, des microprogrammes, etc. Au premier cycle, on tente de donner une formation à jour dans un ensemble de secteurs. Les grands secteurs, quand je m'exprime de cette façon-là, étant les sciences humaines et sociales, les sciences de la santé et les sciences de la vie, et les sciences naturelles et le génie. De plus en plus également, les sous-catégories que l'on utilise depuis de nombreuses décennies sont appelées à évoluer pour répondre aux enjeux sociétaux, à l'évolution des connaissances et à plusieurs autres facteurs. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup des sciences environnementales. Mais pour œuvrer dans ce secteur-là, ça exige maintenant une formation qui, si on se base sur les anciennes classifications, sont souvent identifiées comme étant interdisciplinaires aujourd'hui. Ce terme-là, dont on parle constamment, la formation, la recherche interdisciplinaire, ça veut simplement dire que l'enjeu auquel nous sommes confrontés aujourd'hui fait appel à des compétences qui, jusqu'à tout récemment, étaient classifiées, on pourrait peut-être même dire cloisonnées différemment. Chimie, biologie, génie chimique, physique, gestion, etc. Les mêmes enjeux pour la formation sont bien sûr apparents dans les enjeux de recherche. Mais on observe ici deux tendances simultanées en recherche. À la fois, notre niveau de connaissance a progressé à un point tel que le développement des nouveaux savoirs exige une connaissance très approfondie de nos disciplines. Par exemple, en physique, avant de pouvoir pousser les limites du savoir au-delà de notre niveau actuel de connaissance, c'est le cas par exemple en information quantique, c'est le cas par exemple en cosmologie, on est vraiment dans de la recherche disciplinaire, profondément disciplinaire. C'est le cas en optique et en photonique où on pousse présentement les limites à des périodes de temps ultra courtes, au-delà de ce qui fait même du sens de parler d'un photon qui est pourtant un élément fondamental. C'est le cas de l'étude de certains types de maladies. Mais dans ces derniers cas, ça c'est un premier exemple où les problèmes se sont fortement complexifiés, ou du moins notre compréhension s'est complexifiée. On a bien sûr l'étude des cellules, de la génomique, de l'ARN, du comportement des cellules et ainsi de suite. Mais toute étude du potentiel, par exemple, d'un nouveau médicament fait intervenir de plus en plus de facteurs. Certains sont internes au patient, d'autres liés à son environnement externe. On fait de plus en plus usage de techniques sophistiquées d'imagerie qui font appel à de la physique, qui font appel à de l'ingénierie, qui sont des outils de recherche, qui font appel à des équipes de chercheurs spécialisés et sophistiqués, mais dans des domaines, dans des disciplines très variées, à des techniques informatiques pour traiter les immenses quantités de données que les analyses génèrent. On fait appel à des nouvelles techniques pour des chirurgies, par exemple des exosquelettes qui permettent de stabiliser le bras du chirurgien pendant une opération extrêmement délicate, ou encore pour l'assister lorsqu'il doit effectuer une manœuvre de très grande précision, ou encore pour faire intervenir un chirurgien spécialiste à Montréal lors d'une opération qui se déroule à Mégantic. Donc, deux tendances qui se développent en recherche et en formation. Il faut être très spécialisé dans son domaine, mais on aborde de plus en plus des problèmes tellement complexes qu'on fait appel à des équipes interdisciplinaires.
Les universités sont des endroits quand même qui sont faits pour permettre les échanges entre les différentes personnes des différents secteurs qui sont capables de former ces équipes-là et de s'attaquer à ces nouveaux problèmes. On pourrait regarder d'autres exemples aussi qui sont encore plus larges. Si on regarde des enjeux sociétaux, par exemple ceux liés au vieillissement de la population, ils font appel à une très grande gamme d'expertise. La semaine dernière ou très récemment, à Montréal, se tenait un forum sur la recherche sur le vieillissement, organisé par le scientifique en chef et le gouvernement du Québec. Parmi les sujets qui revenaient souvent, on parlait de vouloir aider les gens, les aînés, à être plus actifs, impliqués socialement, en santé et vivant à domicile le plus longtemps possible. Mais juste faire cette déclaration-là, qui a priori peuvent paraître relativement évidentes, va faire appel à des expertises en santé, en sciences sociales, en sciences naturelles et en ingénierie, en psychologie. Le volet culturel devient également de plus en plus important dans notre vie à cette époque-là. On voudra approfondir et exploiter les technologies de l'information, tant pour les communications entre les personnes qui sont devenues des enjeux extrêmement importants, que pour la télésanté. Les enjeux de santé, eux, seront abordés par des équipes des sciences de la santé, mais également dans les sciences sociales. On devra comprendre davantage les défis de l'implication sociale lorsque notre mobilité est réduite ou que notre santé devient moins solide. On voit vraiment, alors, en ce moment-là, des sujets de recherche qui font appel à des grandes équipes, puis les impacts qu'ils peuvent avoir dans notre société. On a beaucoup à faire pour répondre à ces enjeux-là. Et la recherche et la formation sont en évolution constante. Les anciens cloisonnements entre les disciplines doivent être outrepassés aujourd'hui, et ça se fait déjà dans le milieu universitaire. À titre d'exemple, au Centre de recherche sur le vieillissement à l'Université de Sherbrooke, des chercheurs de 8 facultés sont actifs depuis plus de 20 ans à comprendre ces enjeux liés au vieillissement, à approfondir les connaissances dans le but de développer des approches et des soutiens, technologiques ou autres, pour contribuer à améliorer la qualité de vie des aînés. Ils travaillent avec un grand nombre de partenaires, certains qui sont relativement évidents, notamment le C3S et UGS à Sherbrooke, c'est-à-dire l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, puis un grand nombre d'organismes pour mobiliser ces connaissances-là. Il faut de plus en plus mobiliser les savoirs que nous développons en recherche, et c'est central au rôle que la recherche à l'université peut jouer. Il y a plusieurs façons de contribuer à cette mobilisation des savoirs. D'abord, le plus rapidement possible, il faut que les nouveaux savoirs soient exposés à des pairs qui vont les évaluer et effectuer tout le travail que nous faisons tous quotidiennement en recherche pour valider, confirmer ou infirmer les nouvelles hypothèses, les idées, les inventions, et ainsi de suite. Il faut rendre les résultats disponibles auprès de la communauté scientifique le plus rapidement possible, dès qu'on en a validé la qualité dans nos travaux de recherche, pour que cet exercice-là de validation externe soit fait. C'est fondamental au processus de recherche, c'est fondamental à ce que l'on fait à l'université. Une fois qu'on a validé les nouveaux savoirs, ceux-ci doivent être transmis le plus rapidement possible aux personnes en formation. On ne peut pas se permettre de laisser des nouvelles connaissances importantes sur les tablettes ou dans les revues pendant que l'on continue la formation des personnes avec des idées périmées ou invalidées. Par exemple, on ne veut pas former la prochaine génération d'enseignants avec des idées qui sont invalidées, qui alors vont se perpétuer auprès d'une nouvelle génération. Ou encore former la prochaine génération de médecins avec des approches de traitement qui auront été démontrées comme étant moins efficaces que des nouvelles approches qui pourraient réduire la durée de maladie, réduire la souffrance ou améliorer la qualité de vie. Ou encore former la prochaine génération de scientifiques avec simplement des notions qui sont invalides. On peut penser, par exemple, à des cas qu'on a vus dans les dernières décennies, la fusion froide. Quand on a découvert l'effet des bactéries sur le corps humain, il a tout de même fallu une longue période avant que les pratiquants de soins adoptent des nouvelles approches qui pouvaient diminuer grandement la transmission de ces bactéries et ainsi préserver la santé des patients en rétablissement. Ensuite, il faut que les savoirs pertinents soient mis en action. Un autre rôle que l'on fait. À quoi cela sert-il de découvrir une molécule qui pourrait guérir une maladie chronique si celle-ci n'est jamais transformée en médicament qui deviendra alors accessible à toutes les personnes atteintes par les maladies? Il faut aussi contribuer à une culture de connaissance qui permette à la société d'avancer, de maintenir ses emplois, d'améliorer la qualité de vie de tous. Dans certains cas, on travaille en partenariat en amont et en aval du développement de nouveaux savoirs et de la formation des étudiants pour mobiliser ces savoirs. Par exemple,
Si on veut contribuer d'une manière positive à l'enjeu du décrochage scolaire, qui est un enjeu très important au Québec, il faut travailler en amont avec les enseignants, dans les commissions scolaires, dans les écoles, afin de bien comprendre exactement ce qui se passe. On peut aborder cette problématique dans un contexte de recherche et de formation universitaire. Et idéalement, on travaille ensuite avec les mêmes partenaires pour mettre en pratique des nouvelles approches découlant des travaux de recherche qui pourraient avoir un impact direct sur le décrochage et sur la persévérance scolaire. La recherche est un élément absolument vital dans toute cette poursuite de mobilisation des connaissances et par la recherche universitaire. Nous ne sommes plus au Moyen Âge où les mêmes connaissances pouvaient être maintenues pendant des décennies, voire même des siècles, avant que l'on ne sache que la Terre n'est pas plate ou que l'utilisation des segments pour traiter des maladies n'est pas vraiment une bonne approche. Nous développons des connaissances à un rythme extrêmement élevé. Nous les testons, nous les invalidons le cas échéant ou nous les validons et nous passons à la prochaine étape rapidement. Nous sommes outillés pour le faire. Nous avons une base de connaissances tellement grande que nous avons les points de départ pour un vaste nombre de grandes et de petites questions et nous avons des enjeux qui nécessitent des pistes de solutions urgemment. Je vais laisser ma collègue compléter sur le volet formation en lien avec ça, puis rapidement, je vais aborder la question de l'autonomie. Parfait. Donc, 5 minutes. Ça ne sera pas très long. En fait, la recherche permet de former une relève scientifique et d'implanter chez nos étudiants une culture d'innovation. Juste à l'Université de Sherbrooke, c'est 2000 étudiantes et étudiants qui sont inscrits dans 39 programmes de maîtrise de type recherche et 29 programmes de doctorat. Par leur formation, ces personnes seront à même de suivre et même de générer l'évolution sociale, technique et culturelle dans leur champ professionnel. Moi, je m'arrête là parce que c'est plus la formation, mais tout ce qu'on fait de recherche, ça a aussi des impacts économiques sur la région de Sherbrooke. Il ne faut pas les oublier. On a de la recherche en partenariat également qui se fait. On parle du 3IT, du C2MI. Il y a beaucoup de choses qui se font ici en région et ce n'est pas négligeable là-dedans. Et tout ça contribue à la formation de nos étudiants de 2e et 3e cycle. Un chercheur forme également des étudiants de 2e et 3e cycle. Alors, je repasse la parole à mon collègue Charles. Mais les chiffres sur les étudiants sont parlants au niveau de l'ensemble de nos activités à l'université. Nous avons environ 1000 professeurs qui travaillent dans 9 facultés, regroupés au sein d'une trentaine de centres de recherche, d'instituts de recherche, de divers autres regroupements qui abordent un très, très vaste ensemble d'inconnus. Quelles sont les questions qui les motivent? Celles qui font appel à leur formation, peu importe de leur domaine de formation, que ce soit des physiciens, des biochimistes, des sociologues, des fiscalistes, des généticiens, des anthropologues, des gériatres, des ingénieurs, tous ces gens-là travaillent efficacement à comprendre un problème quand ils ont les connaissances de base. On peut contribuer au problème quand on comprend bien les paramètres, en d'autres mots, quand on comprend bien le problème. Si on ne connaît pas bien la question, on ne peut pas contribuer à sa solution. C'est là que les universités, d'ailleurs, et la façon qu'on aborde les questions et la façon qu'on aborde les partenariats sont différentes des autres organismes qui travaillent en recherche. Je rencontre régulièrement des gens du milieu public comme du milieu privé qui demandent à l'université de les soutenir dans leurs besoins en recherche. Mais s'ils veulent des solutions à des questions ou des enjeux qui feront appel à des activités de recherche, ils vont devoir convaincre les professeurs-chercheurs que c'est un problème intéressant, qu'ils seraient un bon partenaire respectueux et que les ressources requises seront disponibles. Le rôle que l'on peut faire comme administrateur d'université, c'est essentiellement les présenter les gens, les faire se rencontrer, les soutenir s'ils le veulent, et puis après ça, c'est dans les mains des chercheurs de partir et d'aborder ce problème-là. Ça, c'est un élément essentiel à l'autonomie en recherche de la part des professeurs. Puisqu'on est à l'université, comme l'a mentionné ma collègue, on veut évidemment des projets qui permettront de former des étudiants à tous les cycles. C'est là que ça nous distingue aussi des centres collégiaux de transfert technologique que nous avons au Québec. Ces centres collégiaux de transfert technologique ont des équipes techniques et professionnelles qui sont prêtes à s'attaquer à des problèmes immédiatement, livrer des solutions dans quelques semaines. Il n'y a pas d'étudiants à former, il n'y a pas de projet de maîtrise à élaborer et à financer. Tandis qu'à l'université, il nous faut quand même du temps pour planifier un bon projet de maîtrise ou un bon projet de doctorat pour soutenir le projet, puis mettre tout ça en œuvre. On peut travailler en complémentarité, et c'est là qu'on voit le rôle des universités par rapport aux CCT qui peuvent aborder des problèmes rapidement, tandis que dans le secteur universitaire, par la façon que nous sommes structurés, le genre de problème qu'on aborde, on est capable d'aller davantage en profondeur et développer des nouvelles connaissances en lien avec ça.
Pour terminer, puis reprendre l'exemple plus tôt du décrochage scolaire, il faut que l'université comprenne les commissions scolaires et les écoles ont un rôle très spécifique à jouer. Il faut que leur implication dans le projet ne détraque pas de nos missions. Avec nos partenaires, comme par exemple des commissions scolaires, chacun doit comprendre la mission de l'autre. À l'université, on veut développer des connaissances, on veut former des étudiants. Si on travaille dans un projet avec des commissions scolaires, les enseignants ont des cours à donner, ont des travaux à faire. Si on travaille ensemble dans le respect chacun et la compréhension de nos missions respectives, on est capable de développer un partenariat qui va être efficace, qui va développer des nouveaux savoirs, qui va contribuer à la qualité de vie dans la société. Merci. Merci à vous. Merci à vous, M. Bovin et Mme Laflamme. Donc, comme je vous ai indiqué en début de soirée, après l'intervention de chaque invité, on va laisser un 10 minutes à nos 3 autres invités sur scène pour réagir. Pour les personnes dans la salle ou les personnes qui nous écoutent via le web, vous pouvez dès maintenant envoyer vos questions sur Twitter à @Rendus et nous commencerons à identifier les interrogations en vue de la période de questions qui aura lieu en fin de soirée. Mais revenons à nos 10 minutes de réaction sur scène. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait une diversité de points de vue qui se rencontrent ce soir. Donc, si vous avez un point de vue différent sur la question, il est tout à fait le bienvenu. Aussi, si vous souhaitez questionner vous-même d'autres invités, ce n'est pas un droit que je me réserve en tant qu'animateur. Vous pouvez le faire, vous pouvez questionner les autres invités. C'est tout à fait approprié dans le cadre de cette rencontre. Donc, l'un d'entre vous souhaite-t-il casser la glace, adresser des questions ou des commentaires sur l'intervention? Oui, Mme Piron. Mais là, c'est sûr que je ne veux pas dire des choses que je vais dire tout à l'heure dans mon 15 minutes. Mais là, j'ai remarqué plusieurs choses dans ces propos institutionnels, disons. Juste attirer l'attention sur le fait que ce sont des choses qui sont présentées comme étant évidentes, mais elles ne le sont pas du tout, puis elles expriment des choix. Par exemple, je reprends juste la fin, là, quand vous terminez votre dernier mot, c'est de dire comme ça, l'université pourra contribuer à la qualité de vie. Bon, ça, c'est la qualité de vie. Est-ce que c'est vraiment ça le rôle d'une université, de contribuer à la qualité de vie? Personnellement, non. Et ça traduit bien une université, par exemple, qui est dans un pays riche. Dans d'autres universités, dans le reste du monde, la qualité de vie, ce n'est pas du tout une priorité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça reflète les valeurs de notre société. De la même façon, est-ce que le rôle de l'université, c'est vraiment de privilégier les partenariats publics-privés? C'est un choix qui reflète notre époque où il y a une certaine idéologie économique qui privilégie ce genre de partenariat. On est dans une crise des finances publiques, on le voit en ce moment de manière très, très précise. Il y a d'autres façons de faire les choses. Il ne faudrait pas les présenter comme si c'était le seul choix possible. Et même de la même façon sur la science elle-même. Quand vous présentez la façon dont vous présentez la science, mais je veux dire, ce n'est pas vous, là, simplement, évidemment, mais c'est une certaine façon d'aborder la science comme si le développement de la recherche était quelque chose qui s'imposait de lui-même, naturellement, alors qu'on sait que la définition des objets de recherche, c'est un enjeu fondamental. Quel type de projets de recherche vont être financés, vont être appuyés, vont être encouragés par rapport à d'autres? Je prends l'exemple de la recherche sur la médecine personnalisée, qui est en fait la médecine transformée par qui tend à remplacer l'examen médical par des tests génétiques. C'est un choix. Le gouvernement a décidé d'investir des dizaines de millions de dollars là-dedans parce que c'est très proche de toute l'industrie des sciences de la vie qui a besoin de se développer des tests génétiques. Bon, ce n'est pas d'emblée évident qu'il fallait mener la recherche en médecine sur ces choses-là. Et il y a d'ailleurs des médecins qui ne sont pas du tout d'accord et qui préféraient qu'on oriente autrement la recherche. Donc je veux simplement dire qu'il faut faire attention quand on parle de la science. Elle ne se développe pas elle-même dans une certaine logique naturelle. Elle se développe dans une société, hic et nunc, ici et maintenant, où il y a des enjeux économiques, sociaux, des valeurs, des débats. Et la science, elle est prise dedans. Elle n'est pas à part avec un développement cumulatif, dans le fond. Et même pour la santé, évidemment, c'est le sujet qui touche le plus les gens. On le sait, là, c'est le corps, c'est la maladie, mes enfants, etc. Bon. Mais même là, il y a des choses très étranges qui se passent. Par exemple, il y a des maladies qui sont inventées. Alors, on va dire, on fait des recherches sur le prédiabète, par exemple. Mais le prédiabète, là, c'est un concept qu'il faut critiquer.
C'est un concept qui permettrait de développer des médications à vie pour toutes nos sociétés d'obèses, je veux dire. Hein? Bon, et donc là, pour moi, l'université, elle doit avoir une position critique et non pas renfoncer, appuyer sur tous ces clous-là, et beaucoup plus que d'encourager la qualité de vie ou les habitudes de vie, ça c'est le rôle de la santé publique, elle doit encourager la pensée critique et la remise en question de ces concepts et de tout ce qui est présenté comme étant naturel et évident. Parfait. Donc, avant de retourner à M. Bovet, Mme Lajoie, vous voulez intervenir? Oui, bien, je voulais aller exactement dans le même sens. Je voulais aller exactement dans le même sens que ma collègue ici, qui a parlé des exemples en médecine et en sciences dures, mais c'est la même chose en sciences humaines. Il y a aussi une forte tendance, j'en parlerai tout à l'heure, à contraindre les chercheurs à se lier à des projets avec des sociétés publiques ou privées. Et ce n'est pas du tout le rôle de la recherche que de faire marcher l'industrie. Et pourtant, c'est le rôle qu'on essaie de lui imposer. D'accord. Monsieur Bas, vouliez-vous intervenir? Moi, je suis... Il va falloir prendre le micro. Oui. Okay. Moi, je suis plutôt d'accord avec... plus ou moins en désaccord avec ma collègue ici à côté. Parce que moi, je pense que justement, les universités ont un rôle à jouer sur la qualité de vie. C'est-à-dire, ce n'est pas juste la recherche, mais quand on parle d'éducation, on parle de qualité de vie. Ce n'est pas justement la recherche la plus pointue dont on parle dans les universités, mais l'éducation, ça commence dans les écoles, ça continue dans les universités, au centre de recherche. Mais il y a un rapport entre qualité de vie et éducation, finalement. Donc, plus on a l'éducation, plus on fait la recherche, plus on a une qualité de vie. Et ça, on peut voir dans les pays en développement où on est toujours en crise. Aujourd'hui, dans les pays développés, on a une crise financière, mais dans les pays en voie de développement, on a toujours des crises et on cherche toujours la qualité de vie. Mais bon, c'est vrai qu'on ne la trouve pas toujours, mais à partir de l'éducation, de la recherche qu'on peut faire entre les universités, les entreprises, etc., on peut y arriver là. Parfait. Donc, il semble clairement y avoir deux perspectives qui se dégagent. Une perspective plus, donc, le rôle de l'université serait de développer la pensée critique chez les citoyens. Et d'autre part, le rôle de l'université, dans une autre perspective, serait de contribuer à la qualité de vie. Est-ce que ces deux perspectives-là sont conciliables, inconciliables? Est-ce que vous souhaitez prendre la parole, M. Bovet, pour... Juste pour quelques secondes, je vous dirais, je suis d'accord. Bien sûr que l'on fait des choix à l'université. Quand on détermine les pistes de recherche que l'on veut poursuivre, quand on détermine les formations que l'on veut donner, nous faisons des choix. Je voudrais vous faire noter que je n'ai pas poussé l'idée de travailler en partenariat public-privé. On en fait. On en fait ici à Sherbrooke. Ça représente moins de 10 % de ce que l'on fait en recherche. Ce qui est important pour moi, et encore là, c'est un choix. Et je ne vous parle pas en tant strictement comme administrateur. Je travaille dans les laboratoires de recherche, en fait, depuis 1981. Je vous parle comme chercheur aussi. C'est de maintenir un équilibre. On pourra y revenir plus tard. Mais c'est un choix que l'on fait de maintenir un équilibre entre développer des connaissances fondamentales, de travailler sur des sujets de découverte qui sont simplement des questions qui sont non résolues. Il ne faut quand même pas travailler sur des choses que l'on sait déjà, évidemment, mais travailler sur des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse, duquel peut découler toutes sortes de choses, et de travailler sur certains problèmes qui peuvent être plus appliqués pour ceux qui souhaitent le faire. L'Université de Sherbrooke, ça a 9 facultés. Ça inclut des facultés de génie, et dans une faculté de génie, on a tendance à travailler plutôt sur des problèmes plus appliqués. Mais des chercheurs de tous les domaines, et par exemple, dans le secteur des sciences naturelles et du génie, on sait au Canada que les chercheurs qui sont les plus appliqués, les plus efficaces et les plus intéressés à développer des innovations majeures qui déposent des demandes de brevets sont aussi les chercheurs qui sont extrêmement performants en recherche fondamentale, qui développent des nouvelles innovations. Je pense que dans le rôle qu'on fait, on fait des choix, c'est vrai.
L'Université de Sherbrooke a fait un choix il y a presque une cinquantaine d'années quand on a décidé d'avoir un programme coopératif pour la formation des étudiants au premier cycle, parce qu'on voulait que les étudiants, dans le cadre de leur formation au premier cycle, développent aussi une formation appliquée, puissent aller travailler sur le marché du travail. C'est un choix qu'on a fait et c'est un choix que l'on continue de perpétuer aujourd'hui. Puis dans nos projets de recherche, bien, encore là, chaque chercheur fait ses choix, détermine sur quel genre de projet il veut travailler.